Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, elle a consacré sa vie à comprendre et à analyser le geste d'écriture. Elle a même donné son nom à une méthode et à une police de caractère. Elle est l'invitée du grand oral, Danielle Dumont. L'anti-sèche des Mag&Sel. L'anti-sèche, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité, eh bien, c'est ce cadeau que reçoivent en fin d'année les élèves de CM2, les Fables de La Fontaine. Le programme, eh bien, ce sont les programmes du primaire. Ils les ont déjà apprises et ils vont même les retrouver au collège. Emma vous dira tout. L'heure de la récré, toujours avec Emma. Parcoursup au menu avec cette recette qui a déjà valu 2 millions de vues à son autrice sur TikTok. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec notre psy et chroniqueuse Sophie Marinopoulos. Les ados adorent jouer. Est-ce grave, docteur? Il vous dira tout. La quotidienne de School TV, c'est parti. Grand oral. Dans la famille des fondamentaux, les fameux fondamentaux, lire, écrire, compter, je demande aujourd'hui écrire. Comment apprend-on? À partir de quel âge? Comment résout-on les difficultés? Pour en parler, nous accueillons la grande spécialiste du geste d'écriture, Danielle Dumont. Bonjour Danielle. Bonjour Emmanuel. Vous êtes autrice, entre autres, de toute une série d'ouvrages sur le sujet chez Hatier. Je ne vais pas pouvoir tous les montrer, mais il y a les cahiers d'écriture. Alors, je vends la mèche avec différenciation et transversalité qui sont un concept clé que vous allez nous raconter. Il y a des cahiers d'écriture, l'apprentissage, ça c'est pour le CP, ça continue en CE1, etc. Toujours sur la maternelle, la gestion de l'espace graphique, latéralité et tenue de crayon. On va réviser tout cela ensemble. Mais je voudrais qu'on commence par cette notion de geste d'écriture qui est très importante pour vous. Vous lui avez consacré quelques années de recherche, je dis quelques. Oui, hein, quelques décennies. Quelques décennies, on peut y aller. Qui est un processus extrêmement complexe. Décrivez-nous ça. C'est quoi le geste d'écriture? Alors le geste d'écriture, enfin, c'est complexe et très simple à la fois. Oui. C'est simplex, on va dire, hein, c'est-à-dire simple et complexe à la fois. C'est un concept qui englobe tout ce qui va du moment où on s'apprête à prendre le crayon jusqu'au moment où on écrit en écrivant ce que l'on a soi-même en tête, c'est-à-dire ce que l'on pense. Quand on veut prendre un crayon, quand on veut prendre un objet, eh bien, on se prépare sans le conscientiser. On ne se pose pas de questions. On ne se pose pas de questions. Hein, si je veux prendre le micro, je vais mettre ma main comme ça. Si je veux prendre quelque chose d'assez gros, je vais mettre ma main comme ça, bien avant de l'avoir pris. C'est-à-dire, c'est sur la table, je vais approcher ma main, et bien avant de l'avoir pris, ma main sera configurée pour. D'accord ? Et puis, il y a tout un processus qui va se dérouler jusqu'au moment où on va produire le sens, c'est-à-dire écrire ce qu'on pense. Et au fur et à mesure qu'on écrit, on anticipe. C'est là la force de l'écriture cursive, d'ailleurs, par rapport au clavier dont on va parler, évidemment. Et ce geste d'écriture, il commence bien avant, et l'apprentissage de geste qu'on commence à apprendre, notamment à la maternelle, en faisant plein de choses qui n'ont, alors j'allais dire rien à voir. En fait, elles ont tout à voir, parce que je vous ai lu, mais qui, en apparence, n'ont pas grand-chose à voir. Oui, alors, la chose toute bête, c'est une chose qu'on ne dit pas à l'enfant. Marche à 4 pattes, t'écriras mieux. C'est-à-dire que lorsque l'enfant marche à 4 pattes, il va ouvrir la main, il va combattre le réflexe d'agrippement et ça lui permettra de mieux saisir son crayon ensuite, de le saisir plus souplement plutôt que de l'attraper à plein point. J'ai vu que vous donniez d'autres conseils. On peut marcher à 4 pattes et puis, dans les choses amusantes, faire du jardinage. On peut faire du jardinage. Alors là, si on fait le jardinage, il y a plusieurs choses. Il y a le travail de la main et puis il y a la gestion d'espace, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, semer des graines ou on va planter des fleurs et on va les aligner d'une certaine façon. Et là, on commence à intégrer l'alignement, ce que c'est qu'un alignement, ce que c'est que la régularité des espaces, sachant que les espaces ne sont pas rigoureusement les mêmes pour toutes les personnes, et puis que ça n'est pas absolument au demi-millimètre près. Et tout ça va aider ça s'apprend hyper concrètement. Tout à fait. Au moment où on va commencer à attraper d'abord des feutres pour faire des dessins, etc., jusqu'au moment où on prend le stylo pour former ses premières lettres. Oui, mais pour former les premières lettres, on passe par autre chose, c'est-à-dire l'apprentissage du processus de création des formes, c'est-à-dire qu'on va commencer par le relais de hockey, en fait. C'est ce que j'ai trouvé de plus efficace. J'ai cherché, on a essayé une comparaison, oui. Voilà. Et le relais de hockey a l'avantage de faire participer toute la classe, de donner une motivation à l'enfant, de permettre à l'enfant d'acquérir le relais geste. De hockey? Je vous explique. Ouais. D'acquérir le geste qui sera créateur de la boucle étant la forme fondamentale de l'écriture. Et donc, les enfants vont
faire un jeu de relais, bon, vous voyez ce que c'est, Ouais. hein, et ils vont donc pousser un palais au sol, ils poussent, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un endroit convenu, donc il y a un mur en général, comme ça au moins ils n'iront pas plus loin, donc ils arrivent là, ils tapent au mur, Sur le mur, ouais. le suivant démarre, et il prend sa crosse, il attrape la crosse, il attrape le palais, il pousse, et il apprend quoi? Il apprend le lieu d'attaque et le sens de rotation de ce qui sera ensuite la boucle. Il y a toute une série d'étapes avant d'en arriver à la boucle. Et pendant cette période, ils font ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire le travail de la main, le travail de la gestion d'espace et le travail de la tenue et du maniement du crayon. On va continuer à parler de tout cela, de l'écriture du mot, mais si vous le voulez bien, c'est l'heure de l'anti-sèche. On va retrouver Emma Guessel. Et avec Emma, on va parler d'un tout autre sujet, puisque nous allons... Enfin, encore que, on peut les recopier, les fables de La Fontaine. Oui. Emma, bonjour. Bonjour. L'année scolaire s'achève et une fois de plus, ces élèves de CM2 vont recevoir une console de jeux vidéo. Non, pas du tout. Non. Les c'est pas fables, ça. malheureusement. Non, heureusement, c'est très bien. Les fables de La Fontaine en cadeau pour fêter la fin du primaire. Et oui, c'est l'initiative de Jean-Michel Blanquer. Depuis 2017, chaque élève de CM2 reçoit donc ses fables. L'occasion pour nous de revenir sur un des poètes français les plus connus, qui est d'ailleurs célébré en ce moment même dans pas mal d'écoles, puisqu'il est né un 8 juillet. Donc c'est dans 2 jours, ça arrive pile poil la dernière semaine d'école de l'année. Les gens de La Fontaine, star absolue des programmes scolaires. Mais oui, il y a certains auteurs qu'on étudie à partir d'un certain âge, d'un certain niveau, d'autres qu'on va au contraire réserver plutôt à de jeunes enfants. Mais avec Jean de La Fontaine, c'est simple, ça va de la primaire à la terminale. On n'a jamais fini d'étudier ces fables et pour cause, il y a différents niveaux de lecture et d'analyse possibles. Et ce qui est très fort avec ces fables, c'est que c'est l'école finalement aujourd'hui qui est le lieu de transmission de ces fables et qui continue à faire vivre ces textes. Et d'ailleurs, qu'on ait 9, 13, 30, 50 ou 70 ans, on connaît tous au moins un petit bout de fable. La Fontaine, ça fait vraiment partie de notre patrimoine culturel. Et d'ailleurs, on va s'en faire une à la fin. Rien que pour le plaisir. Une toute Mais oui, j'ai tout petite, prévu. ces fables qui sont intemporelles, mais à l'origine, elles n'étaient pas vraiment faites pour être lues par les enfants, loin s'en faut. Il a même écrit des trucs bizarres, La Fontaine, on l'avait vu avec une de nos invitées. Exactement. Mais alors, lorsque Jean de La Fontaine publie le premier recueil en 1668, il le dédie au jeune dauphin, qui est le fils de Louis XIV. Mais en réalité, à cette époque, ces fables sont surtout lues par un public lettré et mondain, puisque Jean de La Fontaine fréquentait beaucoup les salons littéraires. Et d'ailleurs, presque 100 ans plus tard, un certain Jean-Jacques Rousseau en parlera dans son traité de l'éducation, le fameux L'Émile, et voilà ce qu'il dit sur les fables. On fait apprendre les fables de La Fontaine à tous les enfants, il n'y en a pas un seul qui les entende. Quand ils les entendraient, ce serait encore pire, car la morale en est tellement mêlée et si disproportionnée à leur âge qu'elle les porterait plus au vice qu'à la vertu. Et c'est vrai que ces fables, elles ne sont pas toujours faciles à déchiffrer, à analyser, mais elles sont extrêmement intéressantes à étudier pour les jeunes élèves, déjà sur la forme. Totalement. Dès la 6e, on les étudie pour apprendre la versification, l'ensemble des règles de rime, parce que chez Jean de La Fontaine, c'est simple, il y a tout. Des vers réguliers, d'autres tout à fait irréguliers qui se rapprochent de la prose, bref, rimes croisées, rimes suivies, rimes embrassées des alexandrins, il y a vraiment de tout. Donc ça, c'est pour la forme. Et puis évidemment, il y a la morale. Et oui, pas toujours simple à déchiffrer puisque La Fontaine aimait bien brouiller les pistes, mais le principe même de la fable, c'est de délivrer une morale, c'est ce qu'on appelle un apologue. Et je vous l'ai dit, le poète a vécu à l'époque de Louis XIV, et bien beaucoup de fables critiquent les comportements de cette époque, notamment à la cour du roi. Et c'est là le génie de La Fontaine, c'est que ces fables, elles permettent autant d'étudier une époque que de permettre de réfléchir sur de grandes valeurs morales universelles. Et puis elles sont quand même devenues ces fables des best-sellers, des poésies à réciter en primaire, en collège et en EHPAD. Si je vous ai bien suivi, partout. Mais c'est pour ça qu'elles ont du succès, parce que et dès le plus jeune âge, c'est imagé, on personnifie les animaux, c'est assez rigolo à apprendre. C'est vrai. Et c'est un super exercice pour développer ses facultés de récitation et d'élocution. On s'en fait une? Allez. Au choix. Alors, une des 2 plus connues, le corbeau, le renard ou la cigale et la fourmi. Ce que vous voulez, choisissez. Qu'est-ce que vous voulez entendre, Daniel? Le corbeau et le renard. Le corbeau et le renard. Vous le connaissez par cœur, vous? Je ne sais pas. Plus vraiment. On va tester. On va pas tester. C'est parti. Un peu. Alors, Maître Corbeau, on fait un vers chacun? Allez-y. Allez, Maître Corbeau sur un arbre perché. Tenait dans son bec un fromage. Maître Renard par l'odeur alléchée. Lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage Se rapporte à votre plumage. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À
ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, Apprenez que tout flatteur, vite dépend de celui qui l'écoute. cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus. Jura, mais un peu tard, que l'on ne l'y prendrait plus. Mais merci, j'en suis tout ému. Elle est belle, vous vous en souvenez en fait. Oui. On aurait pu la faire ensemble. On aurait pu la faire à trois. Eva, merci. Mais super. Merci beaucoup. On se retrouve. C'était un peu récréatif comme anti-sèche aujourd'hui, mais on va quand même Ah se oui. faire une heure de la raquette tout à l'heure. Bien sûr. Allez, à tout de suite. On retrouve pour l'instant Daniel Dumont. On va continuer à parler gestes d'écriture. Marcher à quatre pattes ou faire du jardinage peut aider l'enfant à apprendre à écrire. On va voir pourquoi et comment et bien d'autres choses encore avec Daniel Dumont, invité de notre grand oral. On a parlé de ce geste d'écriture, donc geste à la simplex, pour reprendre votre expression, c'est-à-dire simple et très complexe à la fois, qui commence, ou dont l'apprentissage commence bien longtemps avant que l'on apprenne simplement à former des lettres et qui se poursuit bien après, puisque le but c'est qu'il y ait un passage direct de la pensée ou de la créativité à l'écriture. Donc tout ça est extrêmement complexe, quasi existentiel. Mais il y a un autre concept qui est essentiel dans vos travaux, c'est différenciation et transversalité. Est-ce qu'en une minute, on peut expliquer ce que c'est et pourquoi c'est important? Alors, différenciation, ce que ça n'est pas. Parce que par Allons-y, parfois on comprend mieux. Ouais. Par différenciation, souvent on pense sortir l'enfant de la classe ou du groupe classe et le faire travailler à part, comme ça il est différencié par rapport aux autres. Pour moi, c'est pas ça la différenciation. Ça, c'est isoler un enfant. Et c'est pas très bien. Ouais. Voilà. La différenciation, la double différenciation d'ailleurs, c'est d'abord une différenciation entre l'objectif de l'enfant et l'objectif de l'enseignant. Oui. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, marche à quatre pattes, t'écriras mieux, il est évident qu'on ne va pas dire ça à l'enfant. C'est-à-dire que l'objectif de l'enfant, c'est se déplacer à quatre pattes pour aller, pour faire ce qu'il a envie de faire, ce qu'on lui a demandé. Le jardinage, c'est pareil. Il va faire ce que l'enseignant a demandé. Il va y trouver du plaisir, on va essayer de trouver quelque chose qui le motive. Mais l'enseignant ne doit pas oublier qu'en plus, il y a l'apprentissage de l'écriture derrière. Et c'est chez l'enseignant que ça se passe. Donc ça, c'est une des différenciations, donc différenciation entre l'objectif de l'enfant et l'objectif de l'enseignant. L'autre différenciation, c'est pour ça qu'il y a double différenciation, c'est-à-dire qu'au sein d'une même action, on va reprendre le jardinage, on va donner des activités différentes aux enfants en fonction des besoins ou éventuellement de leur choix. Puis discuter aussi avec l'enseignant, bien sûr, le choix de l'enfant et le choix de l'enseignant doivent coller. Et donc, par exemple, pour revenir au jardinage, si un enfant a du mal à faire bouger ses doigts, on peut lui faire chercher des graines, des grosses graines de haricots, par exemple, dans un sac de sable. Et tout ça va l'entraîner. Voilà. Et donc, il va prendre ces graines, il va les poser à un endroit convenu sur la table, il va les prendre, par exemple, par groupe de 4, et il va faire en même temps de la numération. Une fois qu'il sait faire tout ça, sa main est prête à se saisir, alors pas forcément un stylo tout de suite, on va commencer avec d'autres... On va commencer sans crayon du tout. Sans crayon du tout, voilà. Mais à un moment donné, vient le crayon, qu'il va falloir apprendre à bien tenir. Alors évidemment, je n'ai pas résisté, j'en ai profité. J'avais Daniel Dumont, donc je vous montre. J'ai dit, voilà, regardez, moi j'écris à la plume, je pensais qu'elle serait super fière de moi. Pas du tout, elle m'a dit que je la tenais n'importe comment. Donc moi, je tiens comme ça, on peut zoomer. Voilà. Non. Donc ça, c'est pas bien, je le montre. Voilà. Ça, c'est pas bien. Voilà. C'est comme ça, ce serait mieux. Oui. Parce que vous avez les... Voilà. Parce qu'en fait, j'ai celui-là qui soutient. Non. Pas du tout. Là, levez votre index. Levez votre index. Vous voyez que ça tient. Ah oui, ça tient. Donc, votre stylo est pincé entre la pulpe du pouce et la dernière articulation de votre majeur. Exact. Et l'index vient se mettre dessus. Et il guide. Et il guide virtuellement. Hein, ouais, j'en ai besoin quand même, parce que sinon, ça ne tient pas. Voilà, c'est exactement ça. C'est ça. Et là, je peux essayer d'écrire. Regardez, j'essaie d'écrire avec des cursives. Et ainsi. Ah ouais, c'est pas mal. Vous voyez ? Ok, je vais changer ma façon d'écrire. Les problèmes principaux que rencontrent les... Pardon, je vous coupe, mais au-delà de cette petite démonstration, mais les problèmes principaux que rencontrent les enfants aujourd'hui, et donc les enseignants, c'est quoi ? Il y en a un, par exemple, qui s'appelle la main molle. Oui, alors... Ça a été dit comme ça, la main molle. En fait, les enfants utilisent très tôt des claviers. C'est ça. Très très tôt, on a des jeux à partir de 6 mois. Hein, donc, comme on sait bien, tout le monde... Ou sur des smartphones, etc. Voilà. Donc, on donne à partir de 4. Et du coup, ils vont avoir l'index qui va se plier à l'envers.
Comme ça. Et le pouce qui, oui. Et Je monte le comme pouce ça. qui va être, qui va pareil faire la même chose et qui va être hyperlaxe, c'est-à-dire trop mobile en quelque sorte. D'accord. Et ça les va être très enfants ont compliqué du mal. après quand on Oui, doit... Oui, et alors surtout l'index parce qu'il arrive que ce soit l'os du cou de la dernière articulation qui coince le crayon, donc les enfants ont mal. Ils ont les plus grandes difficultés à ce moment-là. Ils ont des difficultés. Daniel, vous avez inventé des comptines Ah oui, pour faire des gestes drin-drin. On peut... Je ne sais pas si on peut en écouter une. On peut? Allez, on écoute. Oh. Madame la fouine va chez le mulot avec son vélo. Drin, 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 laissez-la passer sinon elle va vous écraser. Drin, 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 Madame la fouine va chez le mulot avec son vélo. Drin, 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 laissez-la passer sinon elle va vous écraser. Voilà. Alors, Et ça pendant fait deux qu'on choses. chante la comptine, on fait des petits gestes, c'est ça? Voilà. Pour s'habituer à avoir une certaine motricité, c'est ça? Non, Non, j'ai non, rien compris. même pas. En fait, cette comptine-là, elle est faite pour être frappée dans les mains, Ah oui, pour c'est que ça. l'enfant acquiert un rythme. Ensuite, il va frapper sur la table. Et ensuite, il va, être guidé par son propre rythme, laisser des traces de peinture avec une éponge, avec un outil quelconque, sur la table en avançant sa main, mais à son rythme à lui. Et donc, on est dans la gestion statique de l'espace graphique, c'est-à-dire une chose analogue au jardinage dont nous avons parlé Les petites tout à graines l'heure. qu'on mettait à intervalles réguliers. Voilà. C'est toujours la même idée. C'est toujours la même idée, Voilà. sauf que c'est Sauf toujours que c'est parfait. assez rigolo et c'est avec une chanson contine que j'ai trouvée sur le site internet de Daniel Dumont parce qu'il y a plein de choses sur son site internet en libre accès. On se prend une petite récré, vous voulez bien? On fait Très des récrés volontiers. ici. Allez, Très la récré, Emma Guessel. Emma, rebonjour. Vous allez nous raconter une histoire tout à fait étonnante qui fait sourire et qui peut inquiéter un petit peu aussi. Ça concerne Parcoursup. Exactement. L'histoire, c'est celle d'une lycéenne de la ville de Pau qui s'appelle Lucielle et qui était en terminale cette année. Donc forcément, Parcoursup. elle a eu affaire à Parcoursup. Sauf qu'elle s'est trompée dans un de ses choix et elle a mis une formation qui ne l'intéressait pas du tout. Donc qu'est-ce qu'elle s'est dit? Tant qu'à faire, on va tester l'algorithme. Et avec une copine, elle a décidé d'envoyer une lettre de motivation super originale pour voir si ça allait passer. On va définir original. Alors, elle a tout simplement envoyé la recette d'un gâteau en guise de lettre de motivation. Et attention, Emmanuel, pas n'importe quel gâteau, puisque c'est un gâteau qui s'appelle le russe. Ah, le gâteau russe, ça nous parlait forcément, Emma. Bah, évidemment. Hein? Donc voilà, c'est un gâteau à la crème locale, donc qui vient de la région où habite Lucielle. Qui en fait a été créé à Paris, je crois. Exactement, ça a été créé à Paris, voilà, en l'honneur du tsar Alexandre II de Russie. Toujours est-il qu'il est plutôt dégusté là-bas, et donc cette jeune femme, elle a fait un TikTok de cette histoire. Regardez. Test Pacosap pour savoir si on nous accepte au menu avec une lettre de motivation. Elle l'a eu, ce vœu? Mais c'est ça le plus fou, c'est qu'elle l'a eu. Bon, elle ira pas, parce qu'entre-temps, elle a eu son vœu numéro 1. Le vrai vœu qu'elle voulait, oui, heureusement pour elle. Alors comme ça, l'anecdote fait sourire, mais c'est un peu inquiétant de voir que visiblement, certaines facs sont pas très regardantes sur les lettres de motivation, tellement il y a de dossiers, et forcément, c'est un peu frustrant pour les élèves qui les ont vraiment travaillé, leurs lettres de motivation. Oui, ce serait aussi simple de dire qu'elles ne sont pas lues, ça éviterait aux enfants de les faire. Exactement. En tout cas, la C'est du vidéo... vécu. C'est du vécu. Mesdames les universités, c'est du vécu. Parce que c'est pas Parcoursup le problème là-dedans. Le Parcoursup, c'est ça. C'est une plateforme là. C'est vraiment que c'est pas regardé à l'arrivée par certaines filières, quoi. Exactement. En tout cas, la vidéo, elle a fait un tabac sur TikTok, 2,2 millions de vues. Ouais, Pas mal. mais je pense qu'elle a vengé pas mal de candidats. Exactement. Et leurs parents. Merci Lucielle. Merci Emma. Merci. On retrouve tout de suite Daniel Dumont pour parler écriture. Des vidéos, des comptines, des livres, un site internet, une police de caractère, une méthode d'apprentissage. Il faudrait, je ne sais pas, un an d'émission pour raconter tout ce que vous avez fait, Daniel Dumont, depuis plus de 30 ans. Vous faites feu de tout bois pour aider les enfants à apprendre à écrire. Et il y a aussi une différence importante entre l'écriture cursive et quand on tape sur un écran, enfin sur un clavier plutôt. Oui, lorsqu'on tape sur un clavier, les lettres sont préformées. C'est-à-dire, on a choisi une police de caractère, on tape, ça nous on fait toujours le même geste en fait. Et la lettre est toujours la même. Et lorsqu'on écrit, on anticipe
sur ce qu'on va écrire, en fait. C'est l'histoire du présent qui n'existe pas, en fait. Hein. Donc, vous êtes en train d'écrire une première lettre, et la fin de cette première lettre va s'adapter au début de la suivante. Par exemple, si vous voulez écrire le mot « on » au « n », et si vous voulez écrire le mot « en », E-N, et oui, le N ne sera pas le même. N ne va pas être le même. Et tout ça, ça a l'air comme ça, de ne pas avoir un lien direct avec la pensée, mais en fait, il y a des tas d'études, de recherches, qui établissent que finalement, ça produit un fonctionnement cérébral différent et qui... Normalement, ça produit un fonctionnement cérébral différent. Les gestes... Et qui est plus propice, en fait, à l'acquisition du sens et aux capacités d'expression, oui. C'est ça? Oui, je pense, oui. Quand on a un problème vraiment de geste d'écriture, c'est à distinguer d'autres problèmes comme la dyspraxie, comme évidemment les problèmes d'orthographe, etc. On ne rééduque pas de la même façon. Alors, en fait, ou bien on a une dyspraxie ou une pathologie quelconque ou un tremblement essentiel, comme moi, par exemple, ou un handicap qui fait qu'on va avoir des difficultés à écrire. Ça, c'est une chose qui peut se traiter en rééducation, mais pas de la même façon que les anomalies d'écriture. Et en fait, je suis désolée, je vais dire des choses qui fâchent, mais la majeure partie des rééducations d'écriture sont menées pour réapprendre à l'enfant à écrire, c'est-à-dire sont des erreurs au niveau de l'apprentissage. Et ces erreurs au niveau des choses qui fâchent les enseignants, pour dire clairement. Voilà, et j'ai énormément de sympathie pour le travail que font les enseignants. Je trouve qu'ils font un travail formidable. Ouais. C'est dommage que la formation ne leur permette pas, les formations... On ne les forme pas assez, finalement. Ils ne sont pas formés pour ça, et c'est bien dommage. Et donc, quand on réapprend ce geste d'écriture, c'est pour ça que j'ai créé les graphodidacticiens. Hein, c'est-à-dire les personnes que je forme sont formées à la graphodidactique, c'est-à-dire apprendre à voir l'origine du trouble. Pour corriger ce qu'il faut. Corriger ce qu'il faut corriger. Et parfois en faisant du jardinage. Et parfois en faisant du jardinage, pourquoi pas. Voilà, et parfois aussi en lisant tous les ouvrages de la méthode du monde. C'est Hatier qui les publie, je ne vais pas tous les remontrer. Gestion de l'espace graphique, latéralité, tenue du crayon, les cahiers d'écriture maternelle. Il y en a plein d'autres comme ça qui vont jusqu'au CM2. Un petit mot, parce qu'ensuite on va écouter Sophie Marinopoulos. Et donc, la 4e édition du livre Le geste d'écriture sort dans quelques semaines. Formidable, pour la rentrée. Ah oui, il sera là pour la rentrée. C'est votre cadeau, le cadeau de rentrée idéal. Voilà. Le geste d'écriture, toujours chez Hatier? Toujours chez Hatier. Il a commencé en 99 chez Hatier et il se poursuit, donc 4e édition maintenant. En 2022 chez Hatier. Super. Merci beaucoup, Daniel Dumont. On se retrouve dans quelques minutes. Pour l'heure, on va franchir la porte de l'infirmerie. On a une infirmerie dans la quotidienne. Et dans l'infirmerie se trouve Sophie Marinopoulos, notre psy et chroniqueuse, qui va nous parler des ados et du jeu. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un sujet que j'avais très envie d'aborder depuis longtemps d'ailleurs. Et puis bon, j'ai hésité, j'ai pris mon temps, on va dire, parce qu'il s'agit du jeu. Le jeu et les adolescents. Et ça me semblait intéressant parce que finalement, en consultation, très souvent, une des plaintes parentales est de dire il ne pense qu'à jouer, il est toujours dans des enfantillages, et quelque chose qui venait dire que finalement le jeu, c'est pas sérieux. Et le jeu, ça n'a rien à voir avec les apprentissages. Donc une espèce d'opposition qui se crée entre les expériences ludiques, les activités ludiques de nos enfants et de nos adolescents, et des acquisitions, des apprentissages, alors que nous savons très bien, nous les spécialistes de l'enfance, qu'un bébé va grandir, comprendre le monde, lui donner du sens en jouant, en faisant des expériences ludiques. Donc c'est une activité essentielle pour la construction de l'enfant et de l'adolescent. Pas simplement pour le tout petit, pas simplement pour le jeune enfant, mais aussi pour l'adolescent. Alors juste 2 mots, qu'est-ce qui se passe quand un enfant joue ? L'enfant y joue pour essayer de comprendre le monde qui l'entoure, pour comprendre l'environnement. Donc toute son énergie va être de transformer ce qu'il ne connaît pas en quelque chose qu'il va pouvoir maîtriser, connaître et comprendre. Donc c'est la transformation de ce qui est étrange, de ce qui est étranger en familier.
Et c'est à travers ce mouvement de compréhension, de transformation, que finalement, il fait passer ce qui est de l'ordre d'une inquiétude et même de l'angoisse de ce que je ne connais pas, en justement plaisir d'être face à cette nouvelle matière. Ça peut être une matière sensorielle, l'enfant peut jouer sensoriellement, mais il peut jouer avec un objet et il peut jouer avec la connaissance. Et c'est l'occasion de dire que nos enfants qui travaillent bien à l'école, qui réussissent bien, pour prendre le terme consacré, et nos adolescents, ce sont des enfants et des adolescents qui ont gardé une âme joueuse. C'est-à-dire que avoir une âme joueuse, c'est pas passer d'une activité à une autre et ne pas se concentrer. Pas du tout. C'est justement prendre le savoir comme un jeu. Je ne le comprends pas, je ne le connais pas, mais je vais, comme une pâte à modeler finalement, je vais le transformer pour en faire quelque chose que je vais garder en moi et qui va me servir pour continuer à grandir et à apprendre. Donc ces adolescents, alors on parle souvent d'adolescents surdoués, oui, sans doute, mais surtout, me semble-t-il, c'est le fait qu'ils ne soient pas inhibés dans ce comportement face à l'inconnu. Très souvent, on dit aux enfants, tu sais, tu vas rentrer en CP, ça va devenir sérieux, ou tu vas aller au collège, ou tu vas aller au lycée. Et donc, comme s'il y avait comme ça déjà une tension et un stress qui étaient transmis à l'enfant, alors que justement, il faut encourager et valoriser la dimension ludique. Vous me voyez venir. Mon sujet, c'est un plaidoyer pour le jeu, un plaidoyer pour laisser nos enfants et nos adolescents dans cette âme joueuse, l'encourager et arriver à bien prendre conscience du cheminement que cela représente pour les acquisitions scolaires. Et nous, qui sommes, on va dire, des soignants psychiques, on utilise beaucoup le jeu avec les enfants et les adolescents quand ils viennent en consultation pour justement les soutenir et les accompagner dans leur construction. Donc, le jeu, c'est de l'apprentissage. Le jeu est à valoriser sans aucune limite d'âge. Merci Sophie Marinopoulos. Daniel Dumont, merci aussi de nous avoir accompagnés pendant toute cette émission. Un point sur lequel on n'a peut-être pas suffisamment insisté, les parents se posent beaucoup de questions. Est-ce que par exemple ça vaut la peine d'apprendre à dessiner des lettres? Est-ce que c'est pareil que d'apprendre à écrire? Ah non, pas du tout, du tout. Apprendre à dessiner des lettres, c'est comme apprendre à dessiner un arbre, un chat, un chien, etc. Et là, on est vraiment dans l'apprentissage de l'écriture, c'est-à-dire il faut que tout corresponde pour produire du sens, et donc du sens qui va être lu par le scripteur. Mais donc à la limite, il vaut mieux si on dessiner un arbre que de dessiner des lettres qui n'ont pas de sens et qui ne servent à rien. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que on aidera plus son enfant. On aidera plus son enfant pour ça. Il y a un processus de création des formes qui permettent ensuite de former des lettres. C'est un petit peu complexe, qui permettent ensuite de former des lettres, mais la forme n'est pas l'essentiel. Merci beaucoup d'avoir éclairé ce sujet éminemment simplexe qu'est l'écriture. Daniel Dumont, on vous retrouve évidemment sur Internet, on vous retrouve chez Ati avec tous ces cahiers et avec une réédition de votre ouvrage à la rentrée. Emma, merci beaucoup. Merci. Également, pas de recette russe sur Parcoursup, c'est quand même, ça peut jouer de mauvais tours. Merci aussi à toute l'équipe au maquillage Laure Audemont, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée par Charles Fontaine, et puis en régie au son, Michael Fristo à la réalisation, Ulysse Touré. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.